Bonjour Laurence Tisdale. Bonjour Céline. Vraiment contente de vous recevoir au podcast aujourd'hui. Enfin, il y a des réponses aux questions sur les origines. Tu es président et fondateur à l'Association Création et Sciences. Tu as aussi donné plusieurs conférences au travers des écoles, des universités, des églises au Québec, mais aussi à l'international. Tu es renommé. Quel est un peu ton parcours? Oui, c'est une bonne question. J'ai commencé, comme tout le monde, à faire des cours sur les sciences à l'école secondaire. Et dans secondaire 5, j'ai commencé à me poser des questions dans le cours de biologie, où est-ce qu'on parlait de l'évolution de l'homme. Maintenant, on en parle de ça beaucoup plus tôt dans l'école primaire, mais dans mon temps, c'était dans l'école secondaire. Et donc, c'est là qui a suscité un questionnement parce qu'on présentait l'idée que l'homme venait de l'océan, que l'océan avait dans les océans, il y avait les mêmes minéraux et choses nécessaires pour faire la vie. Et donc, la vie serait venue de l'océan. Et moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'étais chrétien déjà à cet âge-là, comme adolescent. Et ça marche pas, là. Soit Dieu a créé, soit il ne l'a pas créé. Donc là, il a fallu que je m'informe. J'étais plus intéressé à la musique à ce moment-là. J'étais musicien, trompettiste. Je suis encore trompettiste. Mais là, la science a commencé à m'interpeller à tel point que j'ai même fait un bac en sciences, en agriculture, en fait. J'ai fait un bac et je suis devenu agronome, puis j'ai fait une maîtrise aussi en sciences, dans les plantes, avec les rosacées. Et tout ce parcours-là, pendant ces 6 années d'études universitaires à McGill, j'ai étudié la question des origines pour être capable de répondre justement aux des questions qu'on va parler aujourd'hui, pour être capable de répondre à mes collègues, mes profs aussi. Pourquoi je crois? Qu'est-ce que je crois? Est-ce que je peux être un chrétien et croire à l'évolution ou est-ce que je dois rejeter l'évolution? Mais pourquoi je le rejetterais si tous les scientifiques le croient? Donc, et certainement, j'étais une minorité. Il y a une énorme minorité à l'université, là, ceux qui ne croient pas. Mais j'ai pris le temps d'étudier le sujet, d'approfondir, et ça fait 40 ans, plus que 40 ans. Et l'intérêt était tellement grand que c'est ça, on a commencé une association en 1990 pour les francophones qui avaient très peu d'informations. Et depuis ce temps-là, j'ai fait plus que 1000 conférences, des 20 débats dans les universités, dans les écoles à travers le Canada et les États-Unis. Et parler à peut-être plus que 100 000 personnes, facile. Mais je sais que sur vidéo, là, sur YouTube, les choses augmentent. Donc, j'ai un débat sur YouTube qui a eu presque 700 000 personnes qui l'ont regardé. 45 à des émissions de télé. Parce que souvent, on se dit comment est-ce qu'un créationniste peut scientifiquement prouver que c'est vrai qu'on a un créateur. Mm-hmm. Donc, scientifiquement, on peut démontrer, on va parler en quelques minutes de plusieurs sujets, mais scientifiquement, on peut démontrer qu'il faut un créateur. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est démontrer scientifiquement quel créateur. Donc, il faut qu'on trouve... Ça, c'est une question religieuse. La science va nous pointer vers l'idée qu'il y a une intelligence en arrière de la vie, en arrière de l'univers. La science nous pointe vers ça. Il faut dire qu'il faut mettre un contexte ici, Céline, que les gens ne réalisent pas. Ce n'est pas une question de croyance contre science. C'est une croyance, c'est deux croyances. Si vous croyez au Big Bang, vous n'avez jamais vu le Big Bang. Personne n'a vu le Big Bang. On n'est pas capable de le reproduire dans un laboratoire. Et ça va à l'encontre, comme on va parler dans quelques minutes, de toutes les lois de science qu'on connaît, l'idée du Big Bang. Donc, c'est une croyance. Si je dis qu'il y a moins que 10 000 ans, Dieu a créé l'univers, c'est une croyance. Parce que je n'étais pas là, je pense que la science appuie un modèle comme ça. En fait, parlons du Big Bang. Oui. Moi, j'ai appris dans mes cours de sciences que c'est l'origine de toute chose. On me dit que c'est comme un amas, une masse chaud, dense, compact, qui a pris de l'expansion. Mm-hmm. Puis au travers de milliards d'années, avec cette énergie-là, cette matière-là, ça a créé les planètes, les étoiles et tout ce qu'on a maintenant au travers de milliards d'années. Mais moi, dans mes cours de sciences, je me suis toujours dit, mais cette matière compacte qu'on parle, mais elle-même a été créée comment? Selon la théorie du Big Bang. Là, je ne sais pas si j'ai dormi toujours au même moment quand le prof a peut-être expliqué ça, je ne sais pas. Mais je me suis toujours dit, il manque un morceau à quelque part dans l'histoire de la théorie du Big Bang.
je me suis dit, mais OK, je comprends cette expansion qu'on me raconte peut-être, mais quand même, la théorie ne dit pas d'où vient cette matière-là dense. C'est exact. Donc, il y a plus qu'une question qu'elle ne réponde pas, le Big Bang. La première question, c'est d'où vient l'univers. Alors, quand on regarde l'univers, c'est fait de matière. Que ce soit énergie, gaz, c'est de la matière. C'est interchangeable. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa, il créa la lumière, il commence par la lumière soit, la lumière fut. La lumière, c'est de l'énergie, c'est le début des choses. Et le problème de Big Bang, c'est que le Big Bang est supposé être autogénératrice. Ça veut dire que c'est supposé créer lui-même. Mais la matière ne peut pas s'auto-créer. La matière a besoin de mater. Mater, en latin, ça veut dire mère. La matière a besoin d'être créée. Si on pense à la loi de cause et effet, pour avoir une cause qui produit un effet et identifie que c'est la cause pour l'effet, il y a deux principes. Il faut que ce soit antécédent, il faut que la cause soit avant l'effet, naturellement, et il faut qu'il soit adéquat pour faire l'effet. Okay? Il faut que ça soit assez grande ou forte ou tous les besoins nécessaires pour créer l'effet nécessaire. Ça, c'est la loi de causalité. C'est une loi scientifique. Donc, quand on regarde la matière, l'univers, c'est l'effet. Alors, c'est quoi la cause? Il faut avoir une cause avant la matière qui n'est pas faite de matière. Les gens disent « Ah, mais qui a créé Dieu? » Mais attends, là. Dieu, si vous n'êtes pas fait de matière, vous n'êtes pas créé. Vous n'avez pas besoin d'être créé. C'est si on est fait de matière qu'on a besoin d'être créé. Et l'idée que l'univers s'est créé lui-même a un grand problème. Parce que l'idée, effectivement, premièrement, il n'y a pas de bang. Ça, c'était une blague faite par un astrophysicien dans le temps, là, Fred Mais en Hoyle. fait, l'expansion... C'est une expansion. Il n'y a pas de bruit dans l'espace. Désolé pour tous ceux qui aiment les films de Star Trek et Star Wars et tout ça, où est-ce que tu entends des bruits. Il n'y a pas de bruit dans l'espace. Il n'y a pas assez d'énergie. Mais on dit le Big Bang à cause de l'expansion. Mais c'est une blague. Mais cette poussière-là, cette matière-là... C'est ça. Donc, à partir de... Premièrement, c'est l'idée qu'à partir de rien, quelque chose explose. Ce qui est impossible. Premièrement, si tu n'as rien, tu n'as rien. Ça finit là. Deuxièmement, l'idée que s'il y a une expansion, que tu as tout l'univers à l'intérieur d'une balle de basket, là, ben, si toute la matière est là, les flèches de gravité vont vers le centre, il n'y aura jamais d'expansion. Donc, ils appellent ça une singularité. Singularité, c'est autant dire un miracle. Qu'est-ce que vous voulez dire par les flèches de gravité? OK. La gravité pointe toujours vers le centre de masse. Donc, on est sur Terre, on ne flotte pas là, par-dessus la Terre, parce que les flèches de gravité nous amènent vers le centre. Par le noyau. Vers où est le centre de gravité. Donc, ici, tu as tout l'univers. Donc, comment il va faire une expansion? Ah, si. Tu as tout l'univers, là. Il n'y a aucune expansion. Okay. Donc, ils savent. Donc, ils disent, mais il y a eu une singularité. Singularité, c'est une façon de dire qu'il y a eu un miracle. Si ça arrive une fois, on ne peut pas l'analyser scientifiquement. Donc, eux-mêmes, ils ont besoin de miracles. En fait, ils ont besoin de beaucoup plus de miracles que dans le modèle que moi, je préconise. Alors là, ils commencent avec ça expansionne. Bon, quand on a des idées, des hypothèses scientifiques, on doit on doit observer au moins face aux prévisions de ce modèle-là. Donc, on doit faire des prévisions, puis à partir de ces prévisions, on va dire, est-ce qu'on observe qu'est-ce qui est prévu par l'hypothèse? L'hypothèse, de tout l'univers ici, il y a une inflation, il y a la formation de matière, d'étoiles, de galaxies. OK. Premièrement, si c'était vrai, on a déjà le problème de d'où ça vient, comme vous avez mentionné. Pas possible. Deuxièmement, comment il a fait pour agrandir? C'est pas possible. Eux-mêmes, ils disent que ça prend un miracle. Troisièmement, si on est en train de... si on est sur la surface de cette sphère et on agrandit, le problème, c'est que ça devrait être homogène partout. La matière devrait être formée égale partout sur la sphère. Il n'y a pas de raison que ça se forme plus à un endroit qu'un autre. Puis l'univers... Mais l'univers est tout est dans des amas de granules, des murs de galaxies. Et là, il n'y a rien. Puis là, il y a des murs de galaxies. C'est un amas. C'est pas de tout ce qui est prévu par l'hypothèse. Donc, quand on regarde le modèle du Big Bang, ça ne correspond pas à ce qu'on observe. Quand on regarde avec le télescope James Webb, il y a le Hubble, puis là, il y a James Webb, qu'on parle dans les nouvelles, qui prend des super belles photos. Il est en orbite autour de la Terre.
il pointe le télescope vers rien, vers une place noire où est-ce qu'on voit rien, dans l'idée que si on voit de la lumière qui nous arrive à notre télescope qui pointe super perfectionné, mais ça va être des étoiles qui sont au début de la formation de l'univers. Et on s'attendrait, par l'hypothèse, qu'on ne commence pas avec des galaxies, on commence avec des étoiles qui font des galaxies. Comprenez? On ne commence pas avec des galaxies, ça sera le modèle que moi j'ai. Alors, il commence. Mais le problème, c'est que quand il regarde le plus loin en arrière dans le temps, ce qu'il appelle en anglais le Ultra Deep Field, c'est des amas de galaxies complètement formés. Mais comment est-ce qu'on peut dire, dans ce cas-là, Dieu a tout créé? Comment est-ce qu'on peut scientifiquement dire c'est la seule façon? Bien, premièrement, on vient d'enlever une façon qu'il n'y a pas de Dieu. Si tu n'as pas de créateur, le modèle ne fonctionne pas. Pour commencer, ils n'ont pas un modèle fonctionnel. OK? Le Big Bang ne fonctionne pas. Donc, on va mettre de côté le Big Bang. J'ai plein d'autres raisons pourquoi le Big Bang ne fonctionne pas. Entre autres, que toutes les galaxies spirales, OK? Donc, on est dans une galaxie spirale. Toutes les galaxies spirales ont l'air exactement le même âge. Partout dans l'univers. Pour un évolutionniste, ça serait 300 millions d'années. Ils ont l'air pareil. Partout. Mais ça n'a pas de sens. Il devrait y avoir des galaxies qui sont jeunes, il devrait y avoir des... Puis, s'il y a eu une expansion... S'il y a eu une expansion... Il faudrait que les galaxies... il devrait y avoir une... Si on regarde plus loin en arrière, il devrait être plus jeune ou plus vieux. On peut voir ça dans les bras. Les bras spirales, les bras des galaxies spirales est très proche de leur noyau. Ça fait la belle image qu'on a. Mais si elle est vieille, les bras s'éloigneraient. Ils vont perdre de l'énergie. Mais c'est pas ça qu'on voit. On voit les galaxies spirales, même si on regarde dans le Hubble ou dans le James Webb, ils ont l'air pareil à ce qu'on voit ici. Donc, ça ne correspond pas au modèle Big Bang. Donc, Dieu créa, qu'est-ce qu'on s'attendrait? Si l'hypothèse, c'est qu'il y a un créateur qui a créé les étoiles. Et quand Psaume 19, c'est marqué « Les cieux déclarent la gloire de l'Éternel ». Donc, c'est supposé être une signature du créateur, les étoiles. Qu'est-ce qu'on s'attendrait? Mais on s'attendrait à trouver des galaxies complètement formées, partout où est-ce qu'on regarde dans l'univers. Et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde partout dans l'univers, puis on voit des galaxies complètement formées. Mais présentement, il y a des étoiles qui s'éteignent aussi? Il n'y a pas d'étoiles qui se naissent. Donc, le problème, ce n'est pas une étoile qui est vieille, c'est une étoile qui vont naître. Et ça, c'est un énorme problème pour les évolutionnistes, les étoiles qui naissent. Parce que, premièrement, on ne les observe pas. Deuxièmement, le concept de formation d'étoiles ne fonctionne pas du tout scientifiquement. Premièrement, tu commences avec du gaz. Disons que tu as un peu d'électricité statique et on a un peu comme des amas comme on trouve en dessous de notre lit. Tu sais, quand on ne nettoie pas assez souvent, tu as des amas de saleté, OK? Oui, OK, de la poussière la qui poussière, fait un amas. exact, Oui, la poussière. Okay. Donc, tu as la poussière qui... Mais on sait que ça peut s'accumuler jusqu'à 1 mètre. 1 mètre, c'est à peu près grand comme ça, OK? Peut-être un peu plus. Grand comme ça, 1 mètre. Après ça, la force statique qui tient la poussière n'est pas assez forte pour le tenir. Et il faut sauter de 1 mètre à 100 kilomètres avant qu'on ait la force gravitationnelle nécessaire pour tenir notre boule de poussière. Donc, leur théorie demande, ou hypothèse, demande que la poussière instantanément change de 1 mètre à 100 kilomètres. Comme ça. Mais ça ne se fait pas. Puis c'est publié, qu'est-ce que je vous dis là. Ils savent que c'est un problème. Ils continuent à nous l'enseigner dans les écoles sans parler des problèmes. Mais OK, il y a des scientifiques qui ne sont pas croyants, qu'eux-mêmes voient que ça ne fait pas de sens avec les nouvelles découvertes qu'on fait, que dans le fond, la théorie ne fait plus de sens. Oui, ils savent. Mais ils n'ont pas d'autre choix s'ils ne veulent pas inclure un créateur. Donc, ils sont pris avec une problématique. Moi, je n'ai pas ce problématique parce que moi, je ne me ferme pas à l'idée d'un créateur. Donc, on regarde. Si ça ne fonctionne pas en science, on n'est pas supposé dire « Ah, mais on va trouver la réponse plus tard. » Non, si votre hypothèse ne fonctionne pas, rejette-le. Fais une autre hypothèse. Mais il y a déjà une autre hypothèse. Il y a un créateur qui a tout créé intelligemment. Et les forces physiques de l'univers sont très spécifiques et sont alignées d'une finesse. On parle de décimales. Ils sont juste parfaits pour former et garder maintenu qu'est-ce qu'on a dans l'univers et avoir de la vie. Mais je pense juste à la Terre, si elle était un peu plus proche ou un peu plus loin du Soleil. Il n'y aura pas de vie. Notre planète bleue, là, la planète bleue, où est-ce qu'on a de l'eau liquide qui est nécessaire? C'est ça un des problèmes. Partout, on regarde, il peut y avoir la vie sur Mars. Non, il n'y a pas de vie sur Mars. Si tu regardes plus loin, Neptune ou un Uranus, il y a des lunes. C'est trop froid. Si vous êtes sur Jupiter, c'est beaucoup trop chaud.
Donc, effectivement, il y a cette zone de vivabilité qu'il faut être et qui est très, très rare. Entre autres, un autre problème, c'est que notre étoile est rare, notre Soleil. Notre étoile est rare pour deux raisons. Une, normalement, 85% des systèmes d'étoiles sont binaires. Ça veut dire que tu as deux étoiles qui se tournent l'un contre l'autre. Donc, si vous avez une planète à l'intérieur de ces... Bien, imagine, deux soleils qui... C'est pas drôle, là. Ça a l'air intéressant quand ils font un film, un cinéma, mais la réalité de ça, c'est que tu as de la chaleur qui vient de multiples places, puis tu as un tiraillage gravitationnel qui est mortel. Donc, il te faut... Donc, notre étoile, qui s'appelle une étoile G, est rare, pour commencer, et ils ont ce qu'ils appellent le paradoxe solaire. Le paradoxe solaire, c'est la problématique que les évolutionnistes veulent que le Soleil soit stable pendant des milliards d'années. Hein? Ils vont dire que la Terre a 4,5 milliards d'années. Mais le problème avec ça, c'est qu'ils savent très bien que si on recule 1 milliard d'années, le Soleil est moins chaude parce qu'elle devient plus chaude avec le temps. Le Soleil devient toujours plus chaud? Oui. À cause de quoi scientifiquement? Ben, à cause que c'est une fournaise de fusion atomique à l'intérieur. Donc, il devient plus chaud. Ça, c'est connu. C'est pour ça que les étoiles vont mourir, des étoiles rouges. Ils vont mourir, il devient plus chaud, il devient grand, des supernovas. Bon. Recule un peu le Soleil. Si on recule 25 % du temps, là, 1,5 milliard d'années, disons, la Terre est une boule de glace. Tu vois, chaque fois qu'on regarde scientifiquement les extrapolations, les prévisions des modèles évolutionnistes, ça ne fonctionne pas avec les observations. Il faut que ça soit stable pendant des milliards d'années. Mais le Soleil n'est pas stable pendant des milliards d'années. C'est pas réaliste. Il n'y a aucune étoile qui donne la même chaleur pendant des milliards d'années. Donc, c'est une série sans fin d'observations qui ne correspondent pas au modèle. Et la seule raison de ces modèles-là, honnêtement, c'est pour éviter de croire à Genèse 1:1, qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et tout ce qui est contenu. » C'est la seule raison. Puis, par rapport à l'origine de la vie, moi, je me rappelle, dans les cours de sciences, ça se peut, je me trompe, mais que tout a commencé dans l'eau. J'ai encore cette image-là du petit lac, puis là, des molécules dans l'eau, des molécules simples, que ça crée des molécules plus complexes, et ensuite un ADN, une bactérie qui peut se reproduire. Puis ensuite, j'ai cette image-là de cette bactérie qui, au travers des milliards d'années, évolue en genre de tétard et que sort de l'eau, vient sur la terre ferme, devient une grenouille, et ainsi de suite. Bref, l'histoire, c'est que l'être humain, ça a commencé par une grenouille qui est devenue un prince charmant. Moi, c'est ça que je me rappelle. 150 millions d'années. Pas vraiment ça, mais... Non, c'est très bien. C'est approximativement, c'est ça qu'ils vont dire. Hubert Reeves va dire qu'on est les poussières d'étoiles, donc c'est hydrogène à homme. C'est pas juste grenouille à homme, ou ni bactérie, un protiste à l'homme, mais un hydrogène à l'homme. Mais tout ce concept-là tombe à l'eau dès qu'on le regarde d'un point de vue scientifique. Quand on regarde la science, elle n'appuie pas ce modèle-là. Je vous explique. Premièrement, on n'a jamais démontré qu'on est capable d'avoir d'une solution quelconque des molécules ADN qui sont nécessaires à la vie, les acides aminés. L'ADN est formé d'une série d'acides aminés dans une séquence particulière. Mm-hmm. OK? Tu ne peux pas niaiser n'importe comment avec l'ADN. On sait bien, si on change les choses de place, on a le cancer, tout ça. Bon. Alors, c'est la même chose. Donc, le problème, c'est que si vous n'avez pas une cellule qui donne une protection... Bon, une cellule, c'est quoi? Une cellule, il y a une membrane qui donne une protection. Il analyse aussi l'intérieur et l'extérieur de ce qui est dans la cellule. Et il y a une osmose, toutes sortes de mouvements d'eau, etc. Mais il y a un mouvement d'énergie. Il y a des cellules qui ont des noyaux, il y en a qui n'ont pas. Mais dans tout ce système-là, tu as besoin de systèmes qui vont déplacer des déchets de réaction, qui vont... Tu comprends? Tu as un système comme une ville. Okay? Mm-hmm. On ne peut pas commencer... L'ADN ne peut pas vivre tout seul. L'ADN a besoin de vivre dans un environnement propice à l'ADN. Et donc, il faut que vous ayez tout pour commencer. Je vous donne un exemple. Je vais juste prendre quelque chose de la table.
Alors, Céline, ici, j'ai une trappe à ras et on va démontrer la question de si elle a été créée. Est-ce qu'on peut déterminer si elle a été créée ou est-ce qu'elle a évolué? Mhm. OK? Donc, c'est une analogie. Combien de morceaux? Nomme-moi quelques morceaux de cette... Le bois qui fait la base, Oui? le ressort. Oui? T'as la tige, Mhm. une clampe, puis peut-être on devrait avoir un appât. OK? Peut-être 6 morceaux. Si j'enlève la planche, est-ce qu'elle va fonctionner? Non, Si j'enlève la clampe, non. le ressort, Non, l'appât. on n'aura pas beaucoup de... Donc, vous avez besoin de ces 6 morceaux-là tout ensemble pour qu'elle fasse quelque en chose. même temps. Exact. Mhm. Alors, si on ne peut pas réduire en continuité, elle a été créée. Il faut qu'une source extérieure met les 6 morceaux ensemble. Et là, ça devient quelque chose d'utile. Et là, c'est une analogie très simple, parce que si on prend la souris, il y a combien de morceaux? Il y a des trillions de morceaux. Il y a des systèmes vasculaires, des systèmes reproductifs, des systèmes nerveux, des systèmes de tous les 5 sens, etc. Très, très, très complexes. Et là, on va dire, ah oui, ça a été créé. Tous les évolutionnistes sont d'accord avec moi que ça, c'est une création. J'ai 6 morceaux interdépendants. Ici, j'ai 1 trillion de morceaux interdépendants. Ah non, ça, c'est évolué par hasard. Attends, 6 morceaux, c'est créé, mais 1 trillion de morceaux, ça, c'est par hasard. C'est pas logique. Comprenez? Ça n'a aucun sens. Et le problème, c'est que quand on parle de ADN, l'origine de la vie, c'est l'information. L'ADN, c'est un code. Quand je vois un poème, je sais qu'il y a un poète. Mm. Quand je vois un livre, je sais qu'il y a un auteur. Quand je vois un programme, il doit avoir un programmeur. Et tout ceci est encadré dans le concept de l'information, qui est un mot qu'on utilise tous les jours couramment, l'information. Alors, on est l'expression du code ADN. On est l'expression extérieure, le phénotype du code ADN, qui est une série d'informations très spécifiques qui définit comment on a l'air, OK, et comment on fonctionne. Le code lui-même ne peut pas se coder lui-même. C'est le principe de la théorie de l'évolution, de la théorie de l'information. La théorie de l'information dit que l'information initiale doit venir de l'extérieur du système. Et dans tout, qu'est-ce qu'on voit? Que ce soit quelque chose, un auto, n'importe quoi, un ordinateur, il y a un CPU. CPU, il faut que ce soit préprogrammé. L'intelligence artificielle est seulement aussi intelligente que ce que l'intelligence extérieure a programmé l'intelligence artificielle. Comprenez? Donc, oui. l'information initiale doit venir de l'extérieur du système. Donc, la vie, sa source, doit venir de l'extérieur. Donc, on parle d'un créateur. Selon la théorie, ça serait que toute l'information avait été dans ce amas durant Non. le Big Bang? C'est Mais ça, non, il n'y selon a pas la théorie? d'information dans le Big Bang, c'est des molécules. Ah, c'est vrai, ouais. C'est même pas des molécules, c'est des atomes. Donc, l'information aurait été... Regarde, de toute façon, Céline, dans secondaire 3, on nous enseigne que la génération spontanée, c'est pas possible. On nous enseigne que ce qui est non-vivant ne devient pas vivant tout seul. Moi, je peux vous donner une cellule morte. Il y a tous les morceaux et vous n'êtes pas capable de le faire ressusciter. Même après des milliards d'années. Mais même après 2 secondes. OK, elle est morte. On ne sait pas comment le faire revivre. Donc, le problématique ici, c'est qu'il faut l'information doit venir de l'extérieur Mhm. et c'est tout interdépendant. Si on enlève les abeilles dans notre système ici, on va perdre 60% de notre alimentation. C'est une interdépendance globale. Donc, on ne peut pas imaginer un scénario où les choses commencent avec quelques molécules qui s'alignent par hasard sur une chaîne super longue qui a justement en bonne place. Mais comment les scientifiques ils justifient le fait de l'apparition de l'ADN? Ils ne le justifient pas. Ils déclarent comme si c'est un fait, quand c'est une Comme croyance. si elle apparut comme ça. Ben, on l'enseigne depuis que les enfants sont tout jeunes. On l'enseigne dans les films. On l'enseigne, on le fait du marketing. Mais il n'y a pas de science qui appuie cette idée-là. Zéro. La dernière expérience qui parle, c'est dans les années 50 et tout ce qu'ils ont produit, c'est du goudron. Ils n'ont jamais produit rien qui peut faire quelque chose de vivant. Parce qu'un des grands problèmes, parce que Dieu est tellement intelligent, c'est que les ADN, ils ont 2 sortes. Chaque ADN a une forme droite et une forme gauche. Et les formes de l'ADN sont super importantes parce que c'est comme une clé puis une serrure.
OK? Il faut que le système, pour fonctionner dans nos cellules, dans notre corps, etc., il faut qu'il soit exactement de la bonne forme. Alors, les acides aminés s'alignent ensemble et à cause de leur forme droite ou gauche, ils vont courber dans différentes formes qui fait la protéine qui va être capable d'être utilisée ou non. Si vous avez des formes droites, une forme droite, la protéine ne fonctionne plus. Il faut que ce soit toute gauche, la forme gauche, si on imagine deux mains. Mais quand on les fabrique, des acides aminés, à partir des molécules, c'est toujours 50-50 %. 50 gauche, 50 droite. On n'est jamais capable de faire juste gauche. Donc, il y a un problème. Et dans la nature, encore moins. Donc, il n'y a aucune façon de faire ça. Tout ce qu'on voit concernant le Big Bang, concernant l'origine de la vie, déclare qu'au commencement, Dieu créa. C'est tout ce qu'on a. Je suis vraiment pas sur le défensif comme créationniste. De tout. Le modèle que j'ai est très simple, Céline. C'est que les chiens produisent des chiens. Des lamas produisent des lamas. Des singes produisent des singes et les humains produisent des humains. Et je peux vous le montrer n'importe où, n'importe quand, scientifiquement. Si quelqu'un veut croire, comme vous avez dit, que des grenouilles peuvent devenir des princes en 150 millions d'années, c'est un énoncé de foi. Mais on ne devrait pas l'enseigner dans nos cours de sciences. Et si on vient à l'évolution de Charles Darwin, la théorie de l'évolution, que justement, ça dit que au travers de milliards d'années, donc il y a eu des espèces qui ont évolué. Millions d'années. Il y a des espèces qui ont évolué. Ils se sont adaptés à l'environnement. Et parce qu'ils se sont adaptés à l'environnement, ils ont survécu. Et les autres qui ne se sont pas adaptés sont morts. Et plus tard, il y a aussi eu des mutations, ça veut dire des changements dans l'ADN, qui ont créé de nouvelles espèces. Mais bon, comment... Je vais clarifier un petit peu. Naturellement, Darwin, dans son temps, il n'y avait pas de génétique. Je ne suis même pas sûr que Darwin serait darwiniste s'il y avait la science et la connaissance qu'on a maintenant. Okay? Ah ouais, comment ça? Mais il n'y avait pas de génétique. La génétique change tout. Quand on comprend l'information et la complexité du génétique et comment ça fonctionne, c'est plus possible de concevoir l'idée que c'est venu ici par hasard, sans intelligence. C'est pas possible. Je suis pas sûr que Darwin aurait accepté sa propre théorie. Il connaissait rien sur la génétique parce que c'était pas vraiment développé encore. Il connaissait la sélection naturelle. Il développait l'idée de sélection naturelle. Le problème, c'est que la sélection naturelle n'arrive pas à avancer. Il enlève des capacités d'une population. Donc, si vous avez, disons, on va imaginer quelque chose. Imaginons qu'on a une population d'humains. Et disons que la moitié de la population ils ont les génétiques pour l'intelligence. Et l'autre, ils ont la génétique pour la force. Disons. Là, il y a un événement écologique comme une SRAS, je ne sais pas, une fièvre mortelle, 24 heures, t'es mort, OK? Qui va mourir, les forts ou les intelligents? 24 heures. Les forts, ils vont résister. Au moins, il y aura plus qui vont résister parce qu'ils sont plus forts. Si vous avez une population, la moitié sont intelligents, pas nécessairement forts. L'autre moitié, ils ont le code génétique de la force. OK. Donc, s'il y a une maladie qui vient, rapide, 24 heures, partez. Ceux qui ont un physique fort. Un physique fort, ils vont survivre. Ça, c'est une sélection naturelle. OK? Sauf qu'avec des forts qui ont survécu, est-ce que vous êtes plus avancé? Le problème, c'est que votre population n'est pas plus avancée. Vous avez perdu l'intelligence. Vous avez perdu une partie de ta population. Ta population n'est pas plus capable d'adapter, elle est moins capable d'adapter. Parce qu'elle a perdu certaines capacités. C'est sûr. C'est plus rendu un mix, c'est rendu une sélection, justement. Une sélection. Une sélection veut aussi dire une désélection. Exactement. Il y a pas ça une dévolution. Là. Ouais. Donc, il y a donc, ça, c'est une problématique parce que là, on n'est pas juste une chose. On est plein de choses sur notre code génétique. Donc, vous avez éliminé d'autres choses qui sont peut-être utiles pour le survie de l'autre partie plus tard. OK? Mais il n'est plus là. Donc, sélection naturelle ne produit rien. Il peut permettre la survie, mais il ne permet pas à évoluer. Il arrête. En fait, on devient de moins en moins capable d'évoluer comme ça. Darwin lui-même, dans le chapitre 6 de son livre d'origine des espèces, s'est questionné. Ça, il dit, je ne suis pas sûr que je peux répondre à la question d'origine de la vie. En fait, il est sûr qu'il n'était pas capable de répondre à cette question. Et il y a aussi qui dit, je ne sais pas comment expliquer l'œil. Parce que l'œil, les yeux, avec la tâche au cerveau et la complexité de l'œil, dit, je ne vois pas comment la sélection naturelle peut arriver à expliquer l'œil. Et la façon qu'il a fait pour essayer d'aller autour de ce questionnement-là, c'est qu'il dit, on va mettre de côté la question de l'origine de la vie et de l'origine du premier nerf optique. Non.
Mais c'est quoi le lien avec l'œil? C'est Parce quoi la un pertinence? nerf optique, un nerf capable de voir. Donc, lui, il dit, si tu commences avec un nerf capable de voir ou percevoir la lumière, puis ensuite, tu peux, avec le temps, arriver avec un œil. Ce qui n'est pas pensable, mais disons, il ne connaît pas la génétique. Mais le problème, c'est qu'il dit lui-même, il faut que je mette de côté l'origine du premier nerf optique. Et c'est là que la discussion entre les évolutionnistes et les créationnistes, c'est comme si on parlait deux langues. Moi, je parle des origines des choses. Eux autres, ils parlent juste de la transformation des choses. Ils ne parlent jamais des origines des choses. Parce qu'ils n'ont aucune réponse pour l'origine de quoi que ce soit. Parce qu'il faut un créateur. Parce que tout est tout relié, puis on revient à ce qu'on a dit avant. Donc, Darwin, comme je dis, je ne suis pas sûr qu'il resterait un évolutionniste s'il connaissait la génétique comme qu'on a maintenant. En passant, les gens, moi, j'ai des diplômes en sciences. Et on peut dire des gens, « Ah, mais si tu n'as pas de diplôme en sciences, ça vaut rien, qu'est-ce que vous dites? » Mais savez-vous que Darwin n'avait aucun diplôme en sciences? Le seul diplôme qu'il avait, c'était en théologie. Il voulait devenir un prêtre anglican. Son père était riche, était un docteur, mais bon, il a pris un autre chemin. Je ne suis pas en train de critiquer, c'est un choix de vie. Il n'est pas devenu prêtre anglican. Mais il s'est posé des questions sur Dieu quand même dans le voyage qu'il a fait pendant 5 ans. Il est très bon observateur. Pas tout le monde de son temps a accepté ce qu'il disait en passant. Et maintenant, avec la génétique, je vais finir avec ça concernant la génétique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'entropie génétique. L'entropie, c'est un mot qu'on entend en thermodynamique et ça affecte la question sur l'univers. L'entropie veut dire tout va vers le désordre. L'entropie, c'est le chaos, le désordre à cause de la mutation? Qui augmente. Parce non. que la mutation, c'est... Avant de parler de mutation, oui, okay. Tu as raison, à cause de la mutation dans la génétique, mais avant mutation, si on recule dans l'univers, parce que l'entropie vient de thermodynamique, mais ça affecte les deux environnements. Si on parle de l'univers, la science, la deuxième loi de thermodynamique dit tout va vers le désordre. Ça veut dire qu'on peut commencer complexe et aller vers simple, mais on ne peut pas aller de simple à complexe. Et pourtant, le modèle demande absolument qu'on va de simple à complexe. Et l'entropie, la deuxième loi de thermodynamique, tout va vers le désordre. Comme, c'est une loi universelle. Quand il y a une réaction quelconque, chimique, physique, il y a une perte d'énergie. Quand votre auto roule, le moteur devient chaud, c'est de l'énergie qui est perdue, la chaleur. Il ne fait pas avancer l'auto, il est perdu. Mais ça, c'est dans nos corps, on a toutes sortes de réactions qui se font où il y a perte de chaleur. C'est pour ça que quand on mange, on a chaud. Quand on arrête de manger, on a froid parce qu'il y a moins de réactions. Cette chaleur-là est perdue dans l'univers et elle est moins ordonnée que qu'est-ce qui a créé la chaleur, okay? Que le moteur ou quoi que ce soit, le système. Alors, donc, on ne voit pas cette idée qu'on va vers simple, vers complexe, naturellement. C'est complexe vers simple. Ce qui fonctionne très bien dans un modèle où tout commence parfait, puis il peut devenir moins parfait, comme la création. Dans le code de la génétique, on a la même problématique. Ça veut dire qu'on accumule des mutations sur le code génétique, mais la personne reste vivante. Donc, imagine que vous avez un livre. Et dans le livre, il y a quelques lettres sur une page, où ils disparaissent. Au début, c'est pas grave. On est encore capable de devenir quelque chose. Quelques éditions plus tard, là, on commence à manquer des lignes. Là, ça devient pas mal plus difficile de comprendre l'histoire. OK? Et on continue. Mais le problème, c'est qu'après avoir perdu la moitié de la page, on n'est plus capable de revenir au début, savoir c'était quoi l'histoire. La génétique a exactement le même problème. On a une accumulation à chaque génération d'une centaine de mutations. Mutations, c'est comme des erreurs génétiques? Oui, c'est des erreurs. C'est comme une erreur dans la copie? Oui, OK. Exact. Et il y a 3 systèmes de correction d'erreurs sur le code génétique, sinon on détériorerait beaucoup plus rapidement. Mais on en accumule quand même. Alors, chaque génération est plus mutant que la génération avant. Ça, c'est sûr c'était vraiment meilleur dans le bon vieux temps, finalement. Yes. Dites par quelqu'un qui est maintenant vieux. Mais je n'aurais pas dit ça quand j'étais ton âge. Alors, parce qu'on pense toujours qu'on est mieux quand on est jeune. Alors, voilà, on a moins de mutations en théorie. Alors, voilà, ces mutations... Est-ce que c'est ça qui crée aussi plus de maladies avec le temps? Exact. Donc, on a de plus en plus de choses qui ne fonctionnent pas et on ne peut pas reculer pour le corriger. C'est fini. On appelle ça un charge génétique ou une entropie génétique. Et donc, on va tout vers l'extinction. Puis disons que mes parents, il y a eu une copie génétique à moi, puis disons qu'il y a eu quelques erreurs ou quelques lettres, comme qu'on dit dans le livre, qui manquaient. Ouais. Mais ces quelques lettres qui manquent, à mon tour, je vais ils vont manquer ces lettres-là. Plus tu vas avoir d'autres qui vont s'ajouter. Plus d'autres lettres qui vont manquer. Oui.
Pas s'ajouter, triplets, manquer. là, qui vont pas nécessairement manquer, ils vont changer. Ils vont changer. Ils vont flipper, ils vont changer de place, ils vont, etc. Mais est-ce que certaines mutations, certaines erreurs apportent aussi des bonnes choses? Est-ce que c'est là C'est qu'ils une bonne viennent... question. Non, je ne connais pas de mutation qui donne des bonnes choses. C'est pour ça que quand vous allez chez un dentiste, vous vous protégez contre les rayons X. Parce que les rayons X causent des mutations ne sont pas bonnes. Les mutations causent le cancer. Sur un code génétique, c'est plus complexe. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Sur un code génétique, il y a des places qui s'appellent des points chauds, des hotspots, où est-ce que le code est préprogrammé pour avoir des changements. Sinon, on aura l'air comme des robots. On aura l'air sans des jumeaux tout le temps, OK? Ce qui n'est pas le cas. Donc, on a une variabilité. Ça, c'est dans les plantes aussi. Mais si on sort de cette région-là, où est-ce qu'on permet des changements, mais là, tu as le cancer. Parce que ce qui arrive, c'est que si vous avez un triplet qui dit « commence ici, puis finis là », mais à cause de ton changement, tu viens d'enlever le finir, il continue à reproduire, puis tu as le cancer qui accumule, qui fait des tumeurs. Un triplet? Triplet, c'est parce que tous les acides aminés sont faits d'une série de triplets de tes lettres. Les lettres que vous avez dit, là, OK. les triplets d'acides aminés, sont toutes les molécules, c'est l'ADN, c'est des séries de triplets de 3 qui s'associent. Donc, si vous changez de ces codes-là, la fin n'est plus là. Alors, il continue à se reproduire. Puis, tu as un tumeur, tu as le cancer. C'est ça le cancer ensuite. C'est un exemple de cancer. Donc, il y a l'épigénétique aussi. L'environnement peut affecter, mais il n'affecte pas certaines choses. Mais il y a d'autres parties de notre système que l'épigénétique démontre que oui, on peut le transférer. OK, donc il y a certaines choses dans l'environnement qu'on peut venir changer sur notre corps, puis d'autres choses Mais ça change sur le code. C'est juste le code génétique. Hein? C'est l'information qui se transfère. Donc, le code génétique, puis il y a des codes génétiques à différentes places dans la cellule. Il n'y a pas juste une. Là. Il y a les mitochondries. Les mitochondries, dans les cellules, viennent juste des mamans, des mères, par exemple. Donc, tu as ceux qui sont combinés, puis tu as ceux qui ne sont pas combinés. Et on voit l'accumulation d'erreurs ou le changement. C'est pas juste des changements presque neutres, mais c'est jamais complètement neutre, mais presque neutre. Fait qu'on a une accumulation d'erreurs sur le code génétique. Mais ça ne donne jamais quelque chose de mieux. Il n'y a pas d'exemple. En fait, si l'évolution était vraie, on devrait être en train de muter à tout moment, tout le temps, en train d'adapter à n'importe quoi, après des centaines de millions d'années. Mais c'est pas ça qu'on arrive. On est super stable. On détériore lentement, mais on est super stable parce qu'il y a des systèmes sur notre code génétique qui contrôlent la copie. Comme je disais, 3 systèmes de correction. Okay. Mais pourquoi l'évolution ferait des systèmes de correction si c'était bon de faire des mutations? Il ne peut pas le faire. Comprends? Il faut une intelligence pour faire le système au complet. OK, fait que dans notre corps, dans notre ADN, il y a des systèmes de correction, un antidote. Exact. 3 antidotes. 3 antidotes pour venir voir que le texte il est bien écrit. Exact. Puis, dans le fond, l'évolution fait dire que, OK, c'était simple à super bon complexe, mais là, présentement, on voit juste le contraire. Exact. Qu'on voit quelque chose de complexe, puis on voit qu'il y a une détérioration, mais stable. La deuxième loi de thermodynamie. OK. L'entropie. Puis d'où la raison pourquoi il y a 3 antidotes. Oui, le système est là pour pas qu'on détériore trop rapidement. OK. Donc, le système est fait pour durer, mais elle est faite. Vous comprenez? C'est ça le point. Le point, c'est que partout où est-ce qu'on regarde dans la nature, que je vous regarde, que je regarde un arbre ou n'importe quoi, on voit la signature du Créateur. Et c'est à tel point qu'un des grands athées, qui s'appelle Richard Dawkins, il a écrit dans son avant-propos, dans un livre de biologie universitaire, que la biologie, c'est l'étude des choses compliquées qui ont l'apparence d'avoir été créées. Oh! Mais c'est pas l'apparence. Là, lui, il va dire c'est juste une apparence. Mais non, c'est pas une apparence. Ils ont l'air d'avoir été créés parce qu'ils ont été créés. Un dernier exemple, si on est en train de conduire sur une route, puis on voit le flanc d'une montagne avec des faces de présidents sculptées dans le flanc des montagnes. Il n'y a personne qui va dire « mais c'est l'érosion qui a créé ça pendant des millions d'années ». Non. Personne. Non. Ça a été créé. Le problème ici, c'est quoi? C'est qu'on a été créé avec la capacité de découvrir la signature du Créateur. On n'a pas besoin de prendre aucun cours. Un enfant peut le faire. Comprenez? Ça veut dire dès que notre cerveau est développé à 6 ans, 4 ans, peut-être plus, on est inné en nous et la capacité de reconnaître le design dans la nature, tout ce qui nous entoure. Donc, on est capable de séparer une tête de flèche indienne d'une roche qui a juste été usée par l'eau. Tout de suite, pas besoin d'un cours universitaire ou rien. On le voit, on est préprogrammé pour le voir. C'est pour ça que Richard Dawkins dit, quand on regarde la nature, la vie, ça a l'apparence d'avoir été créé. Mais non, mais
Dr. Dawkins, c'est pas l'apparence. Elle a été créée. Comprenez? C'est trop simple. Merci beaucoup, Laurence, pour toute cette richesse d'informations. Ça nous aide vraiment à mieux comprendre réellement l'origine de la vie. Et maintenant, ne manquez pas la partie 2 qui va être sur les dinosaures, les fossiles. Essayez de mieux comprendre tout ça.